Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session, du coup la 10e série du Code de la route. On est le 15 juin et c'est parti. C'est parti, on est parti. On a toujours notre carnet et on est bon. Du coup, première question, je tiens compte de ce panneau, de jour comme de nuit, on ne sait jamais. Là ça attire attention sur le fait qu'il peut y avoir une école pas loin. Ça pourrait être aussi un ensemble sportif, des choses comme ça, donc qui pourrait être ouvert plus tard dans la nuit, quoi. Tous les jours, je dirais. Ce panneau annonce donc un endroit fréquenté par des enfants, et non un passage pour piétons. Il est souvent implanté à proximité des écoles, mais pas seulement, voilà. On peut le trouver aussi près des centres de loisirs, exactement. Des complexes sportifs, voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Des aires de jeu ou encore des arrêts de cars scolaires. Aussi, je dois en tenir compte tous les jours de la semaine, dimanche compris. Je dois aussi en tenir compte la nuit, en particulier les mois d'hiver où les journées sont courtes. Ok, parfait. Question numéro 2 du coup. Je sais qu'un de mes amis a trop bu. Je peux être condamné si je le laisse reprendre le volant. Est-ce que je peux être condamné à ce point-là? Mais il reprend le volant quand même, on en est conscient. Nous on n'a peut-être pas bu. Ouais, je pense que oui. Il peut être responsable quand même. Si je sais que si je sais qu'un de mes amis a trop bu, il est de mon devoir de veiller à ce qu'il ne reprenne pas le volant. En effet, en cas d'accident, ma responsabilité pourrait être engagée. Il y a déjà eu des condamnations. Heureusement, il existe des solutions. La plus simple, le convaincre d'attendre avant de repartir ou encore le raccompagner, lui appeler un taxi, voire lui confisquer ses clés. Très bien. Question numéro 3. Pour tourner à gauche, quelle est la bonne méthode? Les deux méthodes sont bonnes vu que on voit que dans les deux voies, la flèche tourne vers la gauche, donc je pense que les deux méthodes sont bonnes. Même si je dirais que la méthode... Enfin non, les deux méthodes sont très bonnes. D'accord. J'aurais dit que la méthode 2 était plus appropriée parce que c'est plus simple en fait de tourner sur le coup du coup. Mais pour moi les deux méthodes étaient bonnes, du coup on va essayer d'apprendre du coup. Lorsque plusieurs voies vont dans la même direction, je dois utiliser la voie la plus à droite, même pour tourner à gauche. Mais pourquoi y a-t-il plusieurs dans certains cas? Tout simplement pour rendre la circulation plus fluide, pour éviter qu'une des files internelles ne se crée. Dans cet exemple, il n'y a personne, il est donc obligatoire de tourner depuis la voie de droite. Lorsque plusieurs voies vont dans la même direction, donc du coup je vais sur la droite. On ne savait pas, on retient. Très bien. Je loue une camionnette qui a un PTAC de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Cela signifie que je peux charger 1500 kg de matériaux. Non, vu qu'il faut compter le poids du conducteur. Ça, on est déjà tombé dessus, donc on passe. Je peux circuler. Non, pas sans feu. On voit que que la visibilité n'est pas très bonne. Feu de position, feu de croisement, pas feu de route. Ah, même pas feu de position. Il pleut assez fortement, je n'ai pas le choix, je dois circuler en feu de croisement. Pas pour mieux voir, car ce n'est pas possible, mais pour être mieux vu des usagers devant et derrière moi. Les feux de position ne seraient pas assez puissants, donc peu efficaces, c'est pour cela qu'ils sont interdits. Voilà. J'ai compris en fait. En fait, les feux de position et les feux de croisement sont incompatibles en fait. Et du coup là, c'était forcément feu de croisement. D'accord. Moi, je croyais qu'on pouvait, par exemple, mettre les deux. Mais non, d'accord. Quant aux feux de route, ils n'apporteraient rien de plus que les feux de croisement, mais seraient gênants pour les autres conducteurs. À la rigueur, je pourrais compléter les feux de croisement par les feux de brouillard, avant et uniquement avant. Mais ce n'est pas proposé. D'accord. Je fais le complément de niveau avec un liquide de refroidissement contenant l'antigel pour circuler. Je fais le complément... Bah, l'hiver, j'imagine. Je fais le complément de niveau avec un liquide de refroidissement contenant de l'antigel pour circuler l'hiver. Si le liquide de refroidissement venait à geler, certains organes du moteur pourraient éclater, ce qui entraînerait de coûteuses réparations. C'est bien sûr l'hiver que ce problème pourrait survenir.
Mais étant donné que ce liquide est en circuit fermé, il n'y a pas de consommation de liquide de refroidissement. Il reste plusieurs années dans le moteur. Aussi en complétant le niveau de l'eau, même en été, on augmente le risque de gel l'hiver suivant. De plus, le liquide de refroidissement contient d'autres additifs, dont un antioxydant. La pointe de liquide de refroidissement doit donc être fait et avec du liquide de refroidissement. Ok, bon. On n'est jamais tombé dessus, on retient. En fait, le plus important, c'est quoi qu'il arrive, quand on retombe sur des questions sur lesquelles on est déjà tombé, qu'on ne fasse pas la faute. La distance de freinage varie selon la vitesse, le temps de réaction, l'état de la route, la pression des pneus. Temps de réaction, l'état de la route. Bah oui, l'état de la route, je dirais oui. La pression des pneus. Bah le temps de réaction aussi. Hein. Ah, la distance de freinage. Ah là là. On y joue avec les mots. Mais bah, la distance de freinage, en fait, c'est le moment où tu commences à freiner, du coup, le temps de réaction n'est pas compris. Oh là là, on est mal parti là. Aïe. Je peux utiliser les vélos en libre service si je ne suis pas résident de la ville où ils sont proposés. Oui. Ils sont proposés comme alternative à la voiture pour les petits trajets, ne sont pas réservés aux habitants d'une ville. Ils peuvent être utilisés par tout le monde à condition d'avoir souscrit à ce service. Seule contrainte, ils doivent être restitués à une station dédiée, mais pas forcément celle où on a emprunté le vélo, un peu comme les chariots d'une grande surface. Très bien. À hauteur, j'ai une priorité à droite. Si la visibilité est bonne et que personne n'arrive, je peux dépasser. Je ne sais pas ce que signifie ce panneau. Du coup, je vais mettre non. Et on va voir. Si je suis certain que personne n'arrive de la droite à hauteur d'une priorité à droite, parce que la visibilité est bonne, je peux entreprendre certains dépassements. Je peux dépasser un usager de faible encombrement tel qu'un cycliste, puisque celui-ci ne me masque pas l'intersection. En revanche, le dépassement d'un tracteur ou d'une voiture est interdit. Donc ça, si j'ai pas compris, en gros, ça annonce une intersection avec une priorité à droite, comme d'habitude. On relie un peu. Je peux dépasser un usager de faible encombrement avec un cycliste, puisque celui-ci ne masque pas l'intersection. Ok. Donc c'est pour l'intersection. D'accord. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de conserver la vitesse programmée sans accélérer. Le régulateur de vitesse adaptatif permet de conserver la vitesse programmée. Permet de conserver l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi. De conserver la vitesse. Sans accélérer. C'est vraiment une question piégeuse parce que s'il y a un moment de ralentir, forcément qu'il va accélérer. Donc du coup je vais mettre non. Le régulateur de vitesse adaptatif permet à la voiture de conserver sa vitesse sans que le conducteur soit obligé d'accélérer, comme pour un régulateur de vitesse classique. S'il est adaptatif, cela signifie qu'il est aussi capable de réduire la vitesse automatiquement afin de respecter l'intervalle de sécurité avec le véhicule qui précède, soit 2 secondes minimum. Ouais, mais du coup, s'il freine, il accélère. Bon, il joue avec les mots. Ok. Prochaine fois, on ne sera pas à voir. Soyez prudent. Un médicament qui porte ce pictogramme peut entraîner des vertiges. Oui. Une somnolence. Oui. Bam. On a déjà eu celui-là. La vitesse est limitée à. Et on voit que c'est une double voie. C'est 90. Ah, c'est dans millimètres. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Du coup, là, c'est à 80 km/h. Et dès que j'arrive sur ce panneau, sera à 90. C'est une catastrophe. Le niveau d'huile est correct s'il se trouve en 2. Ça, on a déjà eu. Je peux dépasser cette voiture par la droite. Non. Par la gauche, non, puisqu'on voit qu'on est en train de se faire dépasser. Voici un coup d'œil dans le rétroviseur me permet de voir qu'une voiture est prête de me dépasser. Je dois attendre qu'elle ait fini sa manœuvre. Ok. Conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire obligatoire pour cette catégorie peut être puni d'un an de prison. Oui.
Bam, souvent ça c'est oui, oui, oh bam. En prison, 15 000 € d'amende, on retient bien et on est bon. Une voiture équipée d'un moteur hybride électrique et thermique permet de réaliser une économie de carburant. Du coup, on va mettre moins de 15%, parce que là, s'il commence à introduire le 50%, et 50%, je pense, c'est vraiment en ville, donc du coup, je mettrai 15 et oui. Voiture moteur hybride, c'est une voiture qui fonctionne avec plusieurs énergies. De plus en plus, on voit des véhicules qui fonctionnent à l'essence et à l'électricité. Le moteur électrique se charge seul du déplacement de la voiture jusqu'à 50 km/h environ. Au-delà, le moteur à essence prend le relais. Cette technologie permet de réaliser des économies de carburant en moyenne de 15%. Et si les trajets réalisés sont essentiellement urbains, voilà ce que j'avais dit, en ville, sur le véhicule, il est possible d'atteindre 50% d'économie. La consommation de cannabis fausse l'appréciation de distance, oui. Les vitesses, oui, ça c'est toujours la même chose. Hop, on passe. Pour dépasser ce camion, je peux circuler à. Ça me semble être l'autoroute. On dirait qu'on est sur l'autoroute. Pour dépasser ce camion. Là, je vois que la voiture va se rabattre vers la gauche. Je dirais oui, 110, 130. Il fait beau, il pleut pas. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Pourquoi 130 ne pourrait pas être possible? Est-ce que 110 n'est pas suffisant? Je vais avoir forcément faux sur celle-là, mais au moins on va en tirer des conclusions. Je ne vois aucun panneau qui indique la vitesse. 110 me paraît un peu faible tout de même. Les personnes ne souhaitent dépasser par arrière. 130, je vais travailler trop vite sur ce véhicule, du coup je vais mettre non à 130. Bah c'était bon. Personne circulant avec la vitesse maximale autorisée, cela permet de réaliser des économies de carburant. Camions comme celui-ci, nous pouvons dépasser 90 km/h. L'écart de vitesse est suffisant pour que le dépassement se passe dans de bonnes conditions. Ah, j'ai cru que c'était piégeux. Tant pis pour moi. Un véhicule lourd freine sur une distance plus longue qu'une voiture. Bon, ça, voilà. Ce panneau est un panneau de danger mis en place parce que la zone est dangereuse. Oui. Attention, 50 km/h, donc oui, c'est un danger. Hein? Un danger sans de forme triangulaire. Ouais, ah ça. Parce qu'ils sont nécessaires à celui d'incitant déjà, bien sûr. Ok. Bon, du coup, ce n'est pas un panneau de danger. Du coup, il faut aller à 50 km/h, mais il indique un potentiel danger. Si je dois modifier les réglages de mon siège, il est préférable que je m'arrête. Oui, ok, merci à toi. Alors, on n'est pas très chaud là aujourd'hui. On va faire plusieurs sessions, je pense, pour se rattraper. Fumer en conduisant augmente le risque d'accident. Favoriser l'endormissement, on sait, parce que fumer, ça détend normalement. Je risque une amende si je fume alors que je transporte des passagers mineurs. Je donne un mauvais exemple, mais surtout, en fait, t'envoies de la fumée dans la voiture un peu quand même. Fumer en conduisant est une source de détournement de l'attention nécessaire pour conduire, en particulier lors de l'allumage de la cigarette ou de son extinction, mais aussi si la cendre vient à tomber accidentellement. De plus, la fumée, qui est dangereuse comme chacun le sait, entraîne un risque d'endormissement compte tenu de la concentration en monoxyde et en dioxyde de carbone qu'elle entraîne dans l'habitacle. Et depuis peu, fumer alors que l'on transporte des passagers mineurs est passible d'une amende. Ok. Cas d'accident, ça on a déjà eu. Celle-là, si on a une faute, c'est impossible. En cas d'incident, la porte à droite me permet d'accéder à une niche de sécurité. Non. De me mettre à l'abri en cas d'incident. Non. D'incident. Ah ouais. Moi j'ai lu incendie. Ah si, c'est incendie. Ouais, c'est incendie. D'accéder à une niche de sécurité. En cas
Pourquoi je lis incident? C'est incroyable d'accéder à une niche de sécurité, non? Bon. Local souvent de petite taille, appelé aussi niche de sécurité. Je trouverai un moyen de lutte contre un début d'incendie, souvent un ou deux extincteurs, mais ainsi qu'une borne. Ok. C'est une catastrophe. En fait, là, je pense que le problème, c'est que je prends les questions beaucoup trop rapidement, j'ai envie d'enchaîner, alors que je devrais plutôt me concentrer. On se concentre. En cas de choc à 50 km/h, un passager peut se retenir à la force de ses bras à une poignée, non. Au tableau de bord, non. Ah. Là, on ne sait pas si c'est à l'aide de la ceinture ou non. Du coup, on va mettre non. Parce que on est obligé de mettre la ceinture. Il serait illusoire de penser qu'en cas de choc à 50 km/h, un passager pourrait se retenir à la seule force de ses bras et aux jambes. Le choc est tel que le corps est projeté et que la sensation est la même que si le poids du corps était multiplié par 10, comme si l'individu pesait 700 kg, alors qu'il n'en pèse que réellement 70. Et ce même calcul peut se calculer pour 80 km/h, on arrive à un résultat de x30, soit plus de 2 tonnes. La ceinture peut résister sans problème jusqu'à 3 tonnes. Pas les bras ni les jambes, sinon la ceinture ne serait pas obligatoire. Donc ça, on va le noter. 50 km/h. Poids x 10. 90 km/h. Poids x 30. Ok. On ralentit, on ne sait jamais, dans une zone un peu de danger, on n'accélère pas. J'approche d'un feu qui est vert depuis longtemps, il peut passer au jaune d'une seconde à l'autre. Or, un feu jaune, je dois m'arrêter ou au moins tout mettre en œuvre pour pouvoir m'arrêter. Donc, tente de surveiller ce qui se passe derrière moi. Un cycliste me suit et il est encore assez loin et je ralentis. Je passerai alors à l'intersection avec le pied droit au-dessus du frein pour réagir plus vite si le feu change de couleur en cas de danger. Surtout, en fait, il ne faut pas accélérer. Donc là, si c'était se maintenir, j'aurais mis maintenir, mais surtout pas accélérer, quoi. La perte totale des points entraîne une invalidation du permis pour une durée de 6 mois. Que des récidives, dans un délai de 5 ans, ce délai est porté à 2 ans. Ah non. Perte de totalité des points sur le permis de conduire entraîne une invalidation de celui-ci. Je pourrais faire une nouvelle demande de permis de conduire, mais je devrais alors attendre un délai d'au moins 6 mois. Ce délai minimum passe à 1 an en cas de récidive dans un délai de 5 ans. Ok. Perte de points. Invalidité de 6 mois. Récidive égale à 1 an. Ok, ça c'est des chiffres à apprendre. Un véhicule qui comporte cette plaque transporte de la marchandise susceptible de s'enflammer. Oui. En cas d'accident, je dois signaler au secours sa présence sur l'un des véhicules. Oui. On maîtrisait. Le système Stop and Start permet de réaliser jusqu'à 10% d'économie de carburant, oui. De réduire une nuisance sonore, oui, parce que quand on est à l'arrêt, le moteur s'arrête. Ok. En général, je porte mon regard plutôt vers le haut du pare-brise, vers le milieu du pare-brise, vers le bas du pare-brise. Ce serait soit tendance milieu, soit tendance haut, parce qu'en fait là j'ai l'impression qu'il veut introduire le fait que on pourrait être surpris si on ne faisait pas attention plus loin. Du coup c'est soit milieu, soit haut. En tout cas sûrement pas bas, ça c'est sûr. Haut, mais haut ça fait bizarre, donc milieu, on va mettre milieu. Pour noter sa conduite et réagir à temps, je dois regarder à peu près au centre du pare-brise, plus précisément à la limite de ce que je peux voir au loin sur la route. Si je regarde le haut du pare-brise, je ne vois pas la route, aucun intérêt. Okay. Et si je regarde trop bas, je vois que ce qui se passe juste devant le capot, donc très près, donc trop près. D'autant plus qu'en regardant loin, je vois aussi ce qui se passe près, mais l'inverse n'est pas vrai. Il
faut donc regarder loin pour tout voir et pouvoir anticiper. Très bien. Je ne connais pas ce panneau. Bon, au moins on va prendre ce nouveau panneau aussi. On apprend pas mal de panneaux cette fois. Là, ça introduit le fait que c'est glissant. Là, je ne vois pas. Je dirais que oui. Ligne de gauche et continue, ce qui m'indique que la chaussée est à sens unique. Dans ce cas, suivre un véhicule qui dépasse est autorisé. En effet, celui-ci ne risque pas de masquer un de véhicules arrivant en face. Personne n'étant sur le point de le dépasser. Je peux commencer le dépassement dès maintenant. La ligne de gauche est continue, ce qui m'indique que la chaussée est à sens unique. Oui, ça je l'avais vu hier aussi. Il faut que je m'en souvienne. Mais là, c'est ce que je m'étais dit directement en fait. Parce que de toute façon, on voit même la voie d'en face qui va de l'autre côté. Du coup, je me posais plutôt la question sur ce panneau. Apparemment, il n'y a pas de souci. Du coup, on regarde bien. Ligne à gauche, si elle est continue, c'est à sens unique. Une installation trop près du tableau de bord peut être dangereuse pour le conducteur, oui. Pour le passager, oui. Ok, bon. Plutôt basique. L'usure des plaquettes de frein entraîne une baisse de niveau de liquide de frein. L'usure des plaquettes de frein entraîne une baisse. Je dirais que si les plaquettes de frein sont usées, en fait, elles sont plus fines, sont moins épaisses. Du coup, le liquide de frein, il a besoin de plus de liquide de frein pour atteindre ce serrage. Du coup, je mettrai oui et on va voir. Au fur et à mesure que les plaquettes de frein s'usent, le niveau du liquide de frein baisse. C'est tout à fait normal. C'est ce qui assure une bonne qualité de freinage malgré cette usure. Ainsi, la course de la pédale est toujours la même. Voilà. Mais le volume de liquide ne disparaît pas. Lors du remplacement des plaquettes, le niveau remonte automatiquement. Donc si les plaquettes de frein sont relativement usées et que le niveau se rapproche tout doucement du minimum, il ne faut surtout pas en ajouter, sinon lors du remplacement des plaquettes, le niveau sera trop haut. Ok. Un passager non attaché à l'arrière se met en danger, oui, mais en danger les occupants placés à l'avant, oui, parce qu'il pourrait projeter vers l'avant et causer du tort aux autres passagers, quoi. La signalisation doit m'inciter à ne pas dépasser. La signalisation, je n'ai pas regardé. C'est vrai que là, il y a un petit creux, on pourrait peut-être avoir une voiture. En vrai, on a quand même une bonne vue. Je sais pas si un véhicule pourrait être caché ici. Hein. Pour regarder une dernière fois. Je dirais que non. On voit bien quand même. Il n'y a personne arrivé en face ni sur le point de me dépasser. La ligne médiane n'est pas continue, mais c'est une ligne de dissuasion. Reconnaissable à ses traits très rapprochés. D'accord. Ce qui signifie qu'un dépassement à cet endroit serait dangereux, peut-être à cause d'une intersection, peut-être pour une autre raison. Difficile à dire, mais le risque est bien réel. Le dépassement ne serait donc possible que si l'usager devant moi circulait à allure lente, ce qui n'est pas le cas. La signalisation m'incite à ne pas dépasser, donc je ne prends pas de risque inutile. Ok, donc comme les traits sont plus rapprochés, c'est signe de dissuasion. Alors, on va le marquer. Ligne de dissuasion égale à trait à rapprocher. Ok. Ah là, on va avoir un score vraiment pas ouf. Hein. Mais bon.
On n'est pas là pour le score, on est là pour progresser. Ma réaction est généralement plus rapide et plus appropriée si je suis face à une situation que je connais, si je suis face à une situation que j'aime rencontrer, valider. Ah. Si une situation est connue, le cerveau a besoin de moins de temps pour décider de la réponse à apporter. C'est pourquoi face à une situation nouvelle, il faut plus de temps pour réagir que dans une situation déjà rencontrée. Moi je m'étais dit qu'en fait, du coup, si on n'est pas dans une situation quotidienne, connue, justement on serait plus alerte. Mais non, d'accord. En fait, si on s'attend à quelque chose, forcément, on va être plus réactif. D'accord, très bien. Ces triangles sont des dispositifs réfléchissants, oui. Sont le signe distinctif d'une remorque, oui. Ça, j'en ai déjà vu ça. Ça, on le sait. Si mon passager voyage les pieds sur la tableau de bord, il risque d'être grièvement blessé par l'airbag lors d'un choc, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. L'intervalle de sécurité est suffisant. On voit que non, hein, on voit même pas une ligne. Je peux dépasser sûrement pas avec un véhicule qui est passé juste derrière nous. Qu'il y a bien un minimum de 2 secondes le véhicule qui me précède ma voiture pour vérifier que cet intervalle je peux m'aider d'un point de repère situé au bord de la route ou des irrégularités du revêtement ou tout simplement des marquages au sol. Dans une situation, je me rends compte que cet intervalle n'est pas respecté. Il n'y a pas les 2 secondes d'intervalle minimum, je dois donc réagir. Si la voiture devant moi freine un peu fort, je ne pourrai pas l'éviter. Je ne peux pas le dépasser non plus car en début de vidéo, j'ai pu voir dans mon rétroviseur une voiture me dépasser. Je ne la vois plus, elle se trouve maintenant à côté de moi. La seule option est donc de ralentir un peu. Tout à fait. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont installées. Ça, c'est impossible. Tous les kilomètres, ça me paraît vraiment très peu. « 5 km, j'arrive pas à me rendre compte. Si on va aller, imaginons qu'on va à 100 km/h en moyenne, ça voudrait dire qu'on envoie 100 km/h. C'est-à-dire qu'on en envoie 20 en 1 heure. Ça me paraît très peu. Je mettrais 2 km/h. 2 km. D'accord. Surtout, on trouve une borne d'appel d'urgence tous les 2 km que la zone paraisse dangereuse ou non. Elles permettent d'entrer en contact avec personne, en mesure de déclencher les secours appropriés si une panne ou un accident lui est signalé. Comment faire pour savoir si la borne la plus proche se trouve devant ou derrière soi? Pour cela, il suffit de se référer à la présence de petits panneaux qui les indiquent ou à des petits symboles peints au sol. Attention, pour rejoindre une borne d'appel, il faut revêtir un gilet haute visibilité et se tenir loin des voies de circulation, de préférence marcher de l'autre côté du rail de sécurité lorsqu'il y en a un. Klaxonner en ville alors qu'il n'y a pas de danger avéré et sanctionné, oui bien sûr. Il est interdit de klaxonner s'il n'y a pas de danger avéré et c'est normal, il s'agit d'une véritable nuisance pour les riverains. Un coup de klaxon s'entend à plus de 100 mètres, ce qui signifie qu'il est interdit de klaxonner si un véhicule tarde à redémarrer, n'avance pas assez vite, gêne un peu ou nous a légèrement coupé la route. De toute façon, dans la majorité des cas, cela ne sert à rien. Tout comme il est interdit de klaxonner pour attirer l'attention d'une personne que l'on connaît pour la saluer. A noter qu'il n'y a pas de tolérance lors des mariages, contrairement à une idée reçue. En cas d'abus, l'usage de klaxon peut être sanctionné par une amende. 27. Bon, c'est vraiment pas très fameux. Du coup, on va se faire vraiment plusieurs séries. Je sens vraiment quand même qu'on a appris pas mal de choses quand même. Du coup, on est bon. On va s'atteler du coup directement à la série 11. On est parti. Je pense faire série 10, série 11 et peut-être après faire une séance du coup d'épreuves réelles, quoi, d'épreuves blanches. On va voir ça juste après. Parce que là c'est vraiment l'apprentissage où il t'explique chaque solution du coup à chaque question, alors que là si tu fais l'épreuve blanche en fait ce sera vraiment type épreuve de code, quoi. Les zones de rencontre sont autorisées à tous les véhicules. Tous les véhicules, non. Les camions, etc.
Je ne suis pas sûr. Du coup, je vais mettre non. Ils sont toujours limités à 20 km/h. Je dirais oui. Il y a quand même les zones 30, mais je vais mettre oui quand même. Tous les véhicules, donc même camions, ça me paraît bizarre. Hein. Même tracteurs, je sais pas. Il indique que le quartier peut être fréquenté par des voitures, des véhicules, des piétons qui sont prioritaires. En fait, tous les usagers sont autorisés à y circuler. D'accord. Ah, la limitation de vitesse, c'est la même pour tout. Ok. Conduire avec un alcoolémie de 0,25 mg de litre d'air expiré. On peut pris quelques notes pour l'alcoolémie quand même, je crois. Du coup, je crois que la limite, c'est 0,10. Ah non, à la limite, c'est 0,10 pour un nouveau conducteur et 0,25 pour les autres. Ça, c'est pas un nouveau conducteur, donc ça ne traîne pas de retrait de points. C'est vraiment pile-pile, hein. Du coup, je dirais 4 points. Parce qu'il faut quand même pas conduire sous l'effet d'alcool. 6 points. 0,5 g d'alcool par litre de sang correspond à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Les sanctions commencent donc à partir de cette valeur. Ok, ça on l'avait bien compris. En plus de l'amende, le conducteur se verra retirer 6 points sur son permis de conduire. Alors moi j'hésitais entre 3 et 4, hein. 6. Ah là là. Ok, bon on retiendra. Hein. 6 points. 6 points. C'est incroyable, comme c'est beaucoup. Chaque année, sur les routes françaises, on compte environ. Je dirais que la vitesse est mise en cause à une grande partie des accidents mortels, parce qu'en fait, pour que ce soit mortel, il faut vraiment qu'il y ait le côté vitesse. Sinon, le choc ne sera pas suffisant. Et du coup, je dirais 3500 tués, parce qu'ils veulent le mettre en valeur. Ah non, c'est 26% des accidents mortels. Ok, la vitesse est en cause dans 26% des accidents mortels. C'est la deuxième cause d'accident après l'alcool. Chaque année, 3500 personnes décèdent. Je comprends pas comment c'est la deuxième cause, vu que les deux causes peuvent être de concurrence, on va dire. Tu peux être très alcoolisé, du coup tu vas conduire très vite. Bon, une test de vitesse, on pourrait sauver près de 1000 vies chaque année. Ok. 26%, donc pas tant que je pensais. Le non-respect des intervalles minimums de sécurité entraîne une amende, oui. Un retrait de points sur mon permis, oui. C'est important. Lorsque deux véhicules se suivent, le respect des intervalles de sécurité, appelé aussi distance de sécurité, est obligatoire. Ce n'est pas un simple conseil de prudence. Quelle est la règle? Quelle que soit la vitesse, il doit toujours y avoir 2 secondes d'intervalle entre deux véhicules qui se suivent. Donc plus la vitesse est élevée, plus la distance parcourue en 2 secondes augmente. Parfois l'intervalle minimum peut être imposé par un panneau, en particulier dans les tunnels. Il s'applique alors, quelle que soit la vitesse, même très lente et même si la circulation s'arrête. Si je ne respecte pas cette règle de bon sens, alors que c'est la seule solution pour éviter les collisions en chaîne, je serai sévèrement sanctionné. Amende, retrait de points, voire suspension de permis. Ah là là, on essaie de me piéger là. Je pourrais rencontrer des usagers en arrivant en sens inverse. La situation 1, ça c'est sûr. Parce que ça c'est un truc qui va être fixe. Alors ça j'ai l'impression que ça va être un truc qui va être soit vers le bas, soit vers le haut. Du coup je dirais que le deuxième, non, mais je ne suis pas du tout sûr. Numéro 2, je vais mettre non. Ok.
Bah c'est de oui, ok. La situation numéro un, le feu jaune clignote au milieu, je suis autorisé à passer, mais le feu dans l'autre sens, à bout de la zone de travaux, est jaune clignotant, même milieu également. Ok, ça c'est vraiment ce qu'on avait compris, les usagers peuvent donc arriver en sens inverse. Dans la situation numéro 2, c'est le feu du bas qui clignote, le feu est dans l'autre sens et donc rouge, c'est ce que je me disais. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'aucun usager n'arrivera en sens inverse. Certains ont pu être ralentis dans la progression à cause des travaux, il peut être une intersection de cette zone. Ok, donc tout ça on avait compris, donc juste on n'a pas pris le cas où ils auraient été ralentis, etc. Ou s'ils sortaient de chez eux, etc. Donc on peut rencontrer les usagers, mais il n'y a pas de chance. Mais par contre là on est content parce que pourquoi? On a compris quand même le feu. C'est très bien. Une position nuit est généralement disponible sur position nuit, ben, je n'en ai aucune idée. On va quand même essayer de deviner. Je sais qu'il y a une position pour les, pour les feux, pour les pleins phares. Du coup, je dirais à l'intérieur non, et à l'extérieur oui. C'était l'inverse. Bah, c'est exactement ce qu'on pensait, mais ça n'est pas passé. Ok, la position nuit d'un rétroviseur permet de limiter le risque d'être ébloui par les feux d'un véhicule qui suit. Elle concerne uniquement le rétroviseur central, aussi appelé rétroviseur intérieur. Sa manipulation sur un bascule un petit levier situé en bas du rétroviseur qui modifie l'inclinaison du miroir et donne l'impression que la glace se teinte. Sur certaines voitures, cela se fait automatiquement, souvent une petite LED située sur le rétroviseur signale que cette fonction est activée. Elle peut être désactivée par une commande généralement située à proximité, ce qui éteint la LED. On parle alors d'un rétroviseur électrochrome. Ok. Du coup, celui-là, on avait quand même, en fait, on avait les connaissances. Hein. On aura pile des durs, je pense qu'on aura pile des durs. Et de toute façon, là, on retient parfaitement. Ok, bah très bien. Le temps de réaction diminue si j'ai bu de l'alcool, oui. Si j'ai consommé du cannabis, oui. Ok. Oh là là. Mais pourquoi je veux tellement me dépêcher comme ça? C'est incroyable. Augmente le temps de réaction. Mais c'est incroyable. En fait, dès que je vois tant de réaction, je veux cannabis en main. J'ai envie d'enchaîner, alors que là, il faut juste se concentrer. Là, je me vois pas très concentré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur un petit code de la route Tesla. Examen blanc, c'est parti. Là, on va faire un au hasard, on va faire le numéro 3. Bam. Là, on rigole plus, on n'a plus le temps. Parce qu'on n'est pas suffisamment concentré, je trouve. La situation la plus risquée est la situation numéro 2. Je parcours environ 27 mètres à 90 km/h. Pour un temps de réaction, donc je joue pendant une seconde. Oui, ma vitesse diminue. Non. Pour être sûr, du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est normalement un chiffre des dizaines multiplié par 3, 9, 18, 27. C'est exactement ça. Validé. La taille des panneaux varie selon la vitesse maximale autorisée, oui. La largeur de la route, non. Validé. À bord d'une voiture, le gilet de haute visibilité est obligatoire. Il se range dans l'habitacle. Validé. Un poste d'appel d'urgence se trouve
à ma droite, une issue de secours se trouve à ma gauche. Suivant. En cas de contrôle anti-pollution non conforme lors du contrôle technique, ma voiture devra être présentée à une contre-visite. Oui. Oui, parce que si c'est pas conforme, oui. Forcément, oui. Validé. La distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Oui, parce que c'est 2 secondes. Du coup, oui. Le temps de réaction, c'est 1 seconde. Et on met toujours 2 secondes de différence. Du coup, en distance de sécurité minimale. Du coup, on met oui. Je peux pratiquer l'éco-conduite avec une voiture ancienne. Oui, à boîte de vitesse automatique. L'éco-conduite, c'est le fait de ne pas trop appuyer sur l'accélérateur, je dirais, d'essayer d'économiser de l'essence, de ne pas trop polluer. Du coup, je mettrai oui aussi. Je m'arrête dans la situation. Je vois qu'elle est déjà engagée. Il n'y a pas vraiment de danger si je m'arrête. Je vois qu'elle est déjà engagée, qu'elle commence à... Et je ne vois pas de passage piéton proche. Du coup, je vais mettre oui dans les 2 situations. Validé. Les feux de croisement éclairent plus loin à droite qu'à gauche. Ah, ça, on l'avait vu. Plus fort à droite qu'à gauche. Plus loin à gauche qu'à droite, aussi loin à gauche. Alors, plus loin à droite qu'à gauche. Parce qu'à gauche, en fait, ça pourrait éblouir les usagers d'en face. Validé. Prévenir les autres usagers d'un contrôle routier et d'un acte irresponsable, bien sûr, parce qu'ils sont là pour notre bien. À la prochaine intersection, je pourrais rencontrer un stop, un céder le passage, un stop. Un stop, un céder le passage. Je dirais pas stop, mais un céder le passage, oui. Le moteur tourne. Le moteur tourne oui, parce qu'on voit le compteur tour. Il est juste en dessous de la 1, ça veut dire que le moteur il tourne. Mais je ne peux pas partir immédiatement vu qu'il y a une personne qui n'est pas attachée. Le tramway s'éloigne. Je redémarre. Non. De toute façon, là, c'est rouge. Aucun intérêt de redémarrer tout de suite. En cas d'accident, responsable sous l'emprise de l'alcool du cannabis, je risque un refus d'indemnisation de l'assurance, oui. Une résiliation de mon contrat, oui. Je n'ai qu'à pas boire. De toute façon, on s'engage dans sa contrat. Une bonne utilisation de la climatisation, c'est aérer l'habitacle avant de la mettre en marche, oui. Entrouvrir une fenêtre lorsqu'elle fonctionne, non, parce que sinon ça sert à rien de mettre la climatisation. Boire un café ou une boisson énergisante réduit les effets de l'alcool, non. Le taux d'alcoolémie, non. Bam. Je dois m'arrêter. Est-ce que je dois m'arrêter? Ah là, des usagers peuvent arriver en sens inverse. Les usagers peuvent toujours arriver en sens inverse. Je dois m'arrêter, non. Validé. Je m'arrête dans la situation numéro 1, non. La situation numéro 2, oui. Parce que là, il va repartir. La voie à ma droite est la bande d'arrêt d'urgence, non. Je suis bien placé si je circule à la même vitesse que le camion. Si je dépasse le camion, oui. Un pare-brise sale ou embué peut favoriser l'apparition de la fatigue, oui. Augmenter mon temps de réaction. Augmenter mon temps de réaction? Oui, je dirais oui. Les 2 facteurs qui influencent le plus la distance de freinage sont déjà la vitesse, quand arrive l'adhérence. Le chargement du véhicule, non. Le véhicule, il est fait pour transporter quand même pas mal de poids. Du coup, je dirais plutôt l'adhérence. Parce que si on est sur du verglas ou des choses comme ça, c'est pas possible. Ça, arrêter quand la voiture grise est dangereux, passible d'une amende. Là, il est sur la voie du tramway, c'est pas possible. Si ma voiture est équipée de l'ABS pour m'arrêter au plus court, j'appuie sur la pédale de freinage le plus fort possible.
En fait, il n'y a pas besoin de faire tout ça parce que, quoi qu'il arrive, les roues ne vont pas se bloquer vu qu'on a l'ABS. Du coup, il faut juste pleinement appuyer sur les freins. Certes, cette personne me fait signe de ralentir, pas de m'arrêter. Hein. On voit bien avec les mouvements de la main. Dans un coffre de toit, je place de préférence les objets volumineux mais légers. Parce qu'en gros, ça pourrait déstabiliser la voiture, je dirais, s'il y a un trop fort poids au-dessus du véhicule. Une zone 30 est signalée par le panneau numéro 2. Là, c'est pas une zone. Là, je crois que c'est pas une zone, c'est plutôt une voie, une T30, et voilà. Tous les pneus neufs émettent le même niveau sonore, non, parce qu'il y a des fiches pour le voir. Ont des performances équivalentes, non, pas du tout. À cette vitesse, quoique performance, je me suis peut-être trompé là, la question d'avant là. Je suis peut-être allé un peu trop vite. À cette vitesse, l'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant. Non. Je ralentis, oui. Puisqu'on voit qu'il n'y a pas les deux traits entre nous. Les feux et la sonnerie viennent de se déclencher. J'ai le temps de passer. Non, on ne prend aucun risque. Sur une voiture automatique, pour passer de la position P à la position D, je dois appuyer sur la pédale de frein. Oui, appuyer sur le bouton de sécurité du sélecteur. Je dirais que le bouton là c'est plutôt pour recueillir, donc du coup ce serait reverse. Du coup je mettrais non. Je suis déjà tombé sur cette question et j'ai oublié, là ça me fout un peu le seum. Je vais mettre non, on verra. Les voyants qui concernent les feux avant sont feu numéro 2, le voyant numéro 2, 1, numéro 3, numéro 4, excusez-moi parce que là on voit bien la direction des feux. Je loue une camionnette d'un PTAC de 2500 kg et un PV de 1000 kg. Cela signifie que je peux charger, c'est là on est déjà tombé dessus même tout à l'heure, je peux charger 1100 kg de matériaux, non, vu qu'il faut compter son propre poids par exemple. Si je prends un virage à 70 km/h au lieu de 50, les effets de la vitesse sur la route sont multipliés par... Ça on était déjà tombé dessus, hein. Ça me fout le seum. Faudra vraiment peut-être plus relire... multiplié par 2 je dirais. Parce que 4 ça me paraît beaucoup. Je tourne à droite à la prochaine intersection, je m'arrête. Immédiatement parce que la personne veut se garer. Si je heurte un piéton à 110 km/h, ses chances de survie sont environ 0%. L'avertisseur de changement de fil. L'avertisseur de changement de fil met généralement un signal sonore dans l'habitacle, signale un véhicule dans l'angle mort, prévient une sortie de voie volontaire. Voilà. Je n'ai pas encore installé les deux chaînes sur ma voiture, je m'arrête immédiatement pour les mettre. Non. On se met plutôt dans une zone qui ne sera pas en danger et on les mettra. Pour éteindre un feu sur les vêtements d'une personne, je peux utiliser un extincteur à poudre, non. À CO2, non. Pas d'extincteur sur la personne. On est déjà tombé sur celle-là. Oui, je klaxonne, oui. Je freine, oui. Est-ce que je klaxonne? Je suis plus sûr. Oui, je klaxonne. Oui, je klaxonne. Ok, c'est un 39 sur 40. Bon. On va pas se C'est un 39 sur 40. Ok, très bien. Attendez, non mais là c'est pas possible. Ah mon dieu. Ça mérite une photo quand même. Oh, what the fuck.
New record. Bon, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'on était déjà tombé sur pas mal de questions. Du coup, on était plutôt efficace. Et j'ai vraiment envie de voir la question que j'ai ratée. Ok, ça c'était vraiment ce je savais plus. Faut mettre oui. Ok. Correction, j'aimerais voir pourquoi. Sur la voiture automatique, pour passer le secteur de la position parking à la position de départ, marche avant, il faut effectivement appuyer sur le frein. C'est une sécurité, sinon impossible de bouger le secteur. Ok. Tu pars sur beaucoup de véhicules, il faut appuyer sur un bouton situé sur la paume du secteur. Sur d'autres voitures, cette sécurité est remplacée par des mouvements latéraux nécessaires du secteur pour passer de P à D, mais c'est moins fréquent. Ok. D, c'est départ. Ok. C'est incroyable. Ok, très bien. De toute façon, on était déjà tombé sur pas mal de ces questions. Là, on s'est remotivé, on est bien, on est content. Première série, on n'a jamais fait de série. Je crois qu'on avait testé une question ici, et on s'était vu de notre manque de connaissances. On avait vu notre manque de connaissances, du coup on n'avait pas maintenu. La première essai, un 39 sur 40, c'est excellent. Du coup, on repart toujours sur la série simple, numéro 11. On va la poursuivre. Ok. Là, on est remotivé, on est bien, on prend confiance en nous. Et là, on apprend petit à petit. C'est très sincère. On n'aurait pas appris comme ça là régulièrement. En fait, là, ça nous donne vraiment en fait, le fait que bah, on apprend. Et c'est efficace ce qu'on fait. Du coup, là, bam, on poursuit, on continue d'apprendre. Comme ça, on pourra répondre à plein de petits tests encore blancs. Et on pourra passer l'épreuve tranquillement. Du coup, la conduite économique permet de réduire uniquement les frais de carburant. Frais de carburant et d'entretien. Permet bien sûr de réduire les frais de carburant, mais aussi les frais d'entretien de la voiture. En effet, la mécanique étant moins sollicitée, cela se traduit par une moindre usure du moteur, mais aussi des freins et des pneus par exemple, qui durent ainsi plus longtemps. Ok, continue. Lorsque la circulation ralentit, les motos et scooters sont autorisés à dépasser entre les fils de véhicules nulle part. Les deux roues motorisées ne sont pas autorisées à circuler entre les deux fils, mais plus à gauche lorsque la circulation est dense et ralentie depuis le début 2021. Ne sont plus autorisées. Cependant, la circulation des motos et scooters entre les deux fils de voiture sera de nouveau disponible à titre expérimental dans 12 départements dès l'été prochain. Ok, très bien. Dans une voiture, l'ensemble des technologies mises en œuvre pour éviter un accident s'appelle sécurité active, je dirais. L'airbag fait partie des éléments de sécurité. C'est pour éviter un accident. Du coup, c'est passif, parce que c'est pas pour éviter un accident. Dans une voiture, on distingue deux types d'équipements de sécurité. Les équipements de sécurité actifs qui permettent d'éviter l'accident. Il s'agit de l'ABS, de l'ESP ou encore des radars anti-collision par exemple. Les équipements de sécurité passives qui permettent de réduire la gravité de l'accident, tels que la ceinture de sécurité, les airbags ou encore les appuis-tête. Ok. On a 4 réponses sur 4 bonnes réponses sur 10. C'est une catastrophe. Rouler plus vite augmente la distance parcourue pendant le temps de réaction. N'augmente pas le temps de réaction. La distance de freinage, oui. La distance d'arrêt, je dirais que oui. Là, je vois pas trop de différence entre distance de freinage et distance d'arrêt. Le temps de réaction d'un conducteur est d'environ 11 secondes. La vitesse à laquelle il circule n'influence pas le temps de réaction. En revanche, plus la vitesse est élevée, plus la distance parcourue pendant le temps de réaction est grande. La distance de freinage est elle aussi augmentée, elle n'augmente pas proportionnellement à la vitesse, mais au carré de la vitesse. Ainsi, la vitesse double, la distance de freinage est multipliée par 4 quant à la distance d'arrêt, qui est la somme de la distance de freinage et la distance parcourue pendant le temps de réaction. Elle augmente elle aussi, puisque les deux augmentent. Là encore, beaucoup plus vite que la vitesse. Ok. Maintenant, on a compris la différence en plus.
c'est parfait. Aïe. Voilà que c'est peu praticable. Là, on voit que c'est très praticable. Et le problème, c'est que ça pourrait être une voie dans l'autre sens, ou je ne sais pas en fait. La flèche montre une obligation d'aller par là. Je vais à droite du panneau. M'obliger à droite. Voilà, parfait. Même si la route semble plus dégagée à gauche, je n'ai pas le droit de m'y engager, au risque de me retrouver face à des usagers arrivant en sens inverse, et qui seraient très surpris de me trouver à contresens. Parfait. La commande qui permet de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord est thermostat, non. Je dirais que c'est rehausser la luminosité. Calor, je dirais rhéostat, on verra. D'accord, c'est le rhéostat. Si la plupart des voitures, Sur la plupart des voitures, il est possible de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord, l'objectif étant de réduire cette luminosité pour circuler de nuit, lorsque la route n'est pas éclairée, afin que le conducteur voit mieux et reste concentré sur la partie de la route éclairée par ces feux. La commande qui permet de ce réglage s'avère le rhéostat. Le calorstat est une pièce du circuit de refroidissement qui permet de réguler la température du moteur. Calor, c'est la température. Attention, c'est ouais. C'est plutôt la chaleur, on va dire. Et le thermostat permet de régler la chaleur dans l'habitacle. Il n'y a donc aucun rapport. Ok. Je repasse en feu de croisement immédiatement. Je dirais que oui, parce que vu qu'on arrive, on arrive dans une zone un peu pavillonnaire, une zone urbaine. Voilà. Zone urbaine, du coup, je dirais oui. J'entre dans une agglomération, ok. Mais je circule sur une route qui, pour l'instant, n'est pas éclairée. Donc la règle reste la même. Pour voir loin, puisqu'il n'y a personne devant moi, je reste en feu de route. Je repasserai en feu de croisement lorsque j'arriverai dans la zone éclairée. Ok, my bad. Avec le seul permis B, je peux conduire une moto ou un scooter de 125 cm3 au bout de 2 ans, sans autre formalité. Si j'ai suivi une formation en conduite accompagnée, si j'ai suivi une formation en conduite supervisée. J'ai avec les deux. What? Oui, c'est ça, ok. Il y a une condition, cependant, je dois obligatoirement avoir suivi une formation adaptée auprès d'un organisme agréé tel qu'une auto-école, peu importe que j'ai passé une formation traditionnelle, conduite supervisée accompagnée. Bah oui, du coup, je pensais que si c'est ça. Ah, donc c'est la condition, donc si et seulement si. Non, mais c'est bon. Moi, je croyais que c'était si j'ai fait ça, je peux oui. Et si j'ai fait ça, je peux oui. Oh, c'est une. Oups. Oh non, 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 non. Ah, c'est une catastrophe. Bon, on va remettre les réponses qu'on a mis, on va tricher. Du coup, oui, oui. Du coup, c'est non, non. Ok, on a compris pourquoi. Ok, continuez. Si la circulation alternée est décrétée pour une cause de pollution, ce véhicule catalysé peut être interdit de circuler les jours pairs. Non. Les jours impairs, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on regarde le dernier chiffre. Et s'il est pair, c'est-à-dire qu'on peut conduire les jours pairs. Voilà. Ça, on connaît la règle. Exactement. Rouler moins vite que la vitesse maximum autorisée me permet de mieux anticiper les imprévus. De réduire mon temps de réaction, non. De réduire la distance d'arrêt, oui. De réduire ma consommation de carburant, oui. Ok, on est bon. Les feux rouges me concernent si je vais. Les feux rouges, ok. Si je vais à gauche, oui. Si je vais à droite, non.
Quand ça uniquement si je vais à gauche, pour tourner à droite, je n'ai pas à en tenir compte, sinon c'est même feu sera installé du côté droit également. Parfait. Un véhicule transporte des matières dangereuses s'il comporte la plaque. Numéro 1, oui. Ça, on l'avait déjà vu, mais numéro 2, c'est juste qu'il n'y a pas les. Ils sont pas. En fait, c'est des matières dangereuses, ça se trouve, en fait, mais juste qui n'ont pas été réglementées, encore des trucs comme ça. Du coup, je dirais oui quand même. Si un véhicule comporte l'une ou l'autre de ces plaques, c'est qu'il transporte des matières dangereuses. Je dois donc plus que d'habitude garder mes distances avec lui et le signaler au secours s'il est impliqué dans un accident afin de dépêcher sur place des moyens adaptés. La différence entre ces deux véhicules, c'est que celle comportant un numéro permet de savoir exactement ce qui est transporté. Parfait, c'est ce qu'on avait dit. Le panneau m'informe qu'à 150 mètres, je pourrais dépasser. Oui. Il y aura 2 voies réservées à mon sens de circulation. La vitesse ne sera pas, mais je pourrais dépasser, oui. Donc sans terre-plein, la vitesse ne pourra pas être limitée à 110. Cependant, le panneau ne dit pas qu'il y aura un terre-plein central. C'est donc assez rare dans cette configuration. Donc sans terre-plein, la vitesse ne pourra pas être limitée à 110 km/h. Parfait. L'appui-tête de cette conductrice bien ajusté, non, parce qu'il ne protège pas sa nuque, sa tête, il ne protège rien en cas d'accident. L'appui-tête est avant tout un accessoire de sécurité. Il évite, c'est lors d'un choc arrière, que la tête ne parte violemment en arrière au risque de se briser la nuque. Parfaitement. On est bon. L'œil humain peut traiter l'ensemble de la situation instantanément, doit voir tous ses points l'un après l'autre pour la reconstituer. On ne peut pas tout voir en même temps. Pour analyser une situation telle que celle-ci, l'œil ne peut pas traiter toutes les zones simultanément. En effet, le champ de vision net en relief et en couleur n'est même pas de 10 degrés. Alors les yeux doivent balayer d'une zone à l'autre, c'est le cerveau qui se charge de reconstituer l'image globale de la situation. Cela fonctionne bien à condition que les yeux aient pointé dans toutes les zones d'incertitude. On comprend mieux pourquoi téléphoner en conduisant qui a tendance à figer le regard multiplie par 3 le risque d'accident. Parfait. Je tourne à droite, je devrais m'arrêter. Si un tramway arrive, m'arrêter. Dans les deux cas, en fait, parce qu'il faut s'arrêter pour voir si le train. Même s'il n'y a pas de stop, il faut regarder quand même si un tramway n'arrive pas. Du coup, je mets les deux. Du coup, non. D'accord. S'il n'y a pas de stop, je m'arrête pas. En tournant à droite, je vais traverser une voie de tramway. Les rails sont visibles. Il n'y a pas de danger. Me confirme bien sûr, je devrais m'arrêter si un tramway arrive. Je serai d'autant plus vigilant qu'il ne semble pas y avoir de feu rouge. Oh, si rien ne m'impose l'arrêt. Si aucun tramway n'arrive, puisqu'il n'y a ni feu ni panneau de stop. Ok. En revanche, si rien ne m'impose l'arrêt, si aucun tramway n'arrive, puisqu'il n'y a ni feu ni stop. Ok. Sur certains autoradios, il est possible d'avoir des informations routières alors que j'écoute la musique de mon choix. Sûrement, mais pas ce genre. Des informations routières. Je vais mettre non. La plupart des autoradios peuvent commuter automatiquement une station radio, mais aussi du lecteur de CD ou d'une autre source vers une station qui diffuse une information routière, puis revenir à la source musicale initiale lorsque cette annonce est terminée, ce qui permet d'écouter la musique de son choix sans être coupé des informations routières. Pour activer cette fonction, se référer au manuel utilisé sur la voiture ou de l'autoradio si celui-ci n'est pas d'origine. Ok. La vitesse est limitée à. Là, on voit que c'est une 2 voies. Ce n'est pas sens unique. Quoique. Non. Non, c'est une 2 voies. 90 km/h.
Ah, mais c'est 90, mais c'est 70, non? Lorsqu'il pleut, hors agglomération sur un chaussée à double sens, la vitesse est limitée à 180. Ok. Pour tous les conducteurs, période de prorabateur, on a compris s'il y a plusieurs voies réservées à un même sens de circulation. Ok, donc ça, c'est ok. En fait, j'allais même mettre 70 au final. Je croyais que c'était moins 20. Comme sur autoroute, c'est 130, 110. Du coup, là, en fait, c'est 90, 80. D'accord, bah, très bien. En cas d'échec de permis de conduire, je peux poursuivre la formation en conduite supervisée. J'en ai aucune idée. Je dirais oui, puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir le permis. En cas d'échec à l'épreuve pratique, il est en effet possible de continuer sa formation en conduite supervisée. Ça se passe comme en conduite accompagnée, mais il n'est pas nécessaire de faire un nombre de kilomètres minimum, ni d'attendre un certain délai pour repasser l'épreuve. Seule condition, être repassé par auto-école pour un dernier cours avec un des accompagnateurs et avoir obtenu l'accord de l'assurance. Oui, je me prépare, je serre à droite et je me prépare à m'arrêter. Ok, ça en est plutôt bon. Circuler 10 km/h en dessous des limitations de vitesse permet de réduire la pollution, d'économiser du carburant, de moins me fatiguer, ça c'est pas sûr. Mais je me oui quand même. En réduisant ma vitesse de 10 km/h ou plus ne le changera pas, il restera environ une seconde. En revanche, réduire sa vitesse même de 10 km/h seulement a un impact non négligeable sur la consommation de carburant et donc sur la quantité de gaz polluant rejeté dans l'atmosphère. Rouler légèrement en dessous des limitations de vitesse permet aussi d'être moins stressé, donc de se fatiguer moins vite. Ainsi, j'arrive à une destination en pleine forme. Plusieurs centaines, parce que dizaines, ça me paraît dérisoire. Sur la route, on compte au moins plusieurs centaines de tués liés au cannabis. 200 à 500 tués chaque année. D'accord. On va pas le noter. On pourrait noter. 200 à 500 morts par an à cause du cannabis. Voilà. Les lumières bleues sur les parois servent principalement à guider les véhicules, à indiquer les intervalles de sécurité minimum, c'est ça. À localiser les issues de secours. Ah non, les bleus. Parce que là, ça se trouve, en fait, c'est les jaunes là qui donnent les intervalles de sécurité. Bleu, ça localiser des issues de secours, en fait. Hein. Guider les véhicules à ce point-là. Je sais pas que c'est guider les véhicules. Mais moi, je pensais vraiment ça, mais ça me paraît très peu. Il y en a trop peu, c'est bizarre, non? Ok, bah c'est ce que je pensais. Oh là 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 là. Sur la plupart des voitures actuelles, je peux régler le volant en hauteur, oui. En profondeur, oui, j'imagine. Ok, bon. Le moteur tourne, bon sûr, on vient de se taper dans l'examen. Ah bah, on voit que oui. C'est le frein à main, ça. Hein. Je dirais que non. Frein à main. Mais un voyant rouge reste allumé, celui qui indique une baisse anormale du niveau de liquide de frein. C'est un problème grave qui peut me priver de frein. Je ne peux donc pas partir immédiatement. Attention, une baisse importante du niveau de liquide de frein ne se corrige pas en faisant le complément. Il y a très probablement une fuite et c'est un problème qui doit être réglé par un garagiste. Et si le garagiste ne se contente de compléter le niveau, changer de garage. Du coup, ça c'est plutôt liquide de frein. Ok. Une fausse déclaration lors d'une amende de permis de conduire peut être sanctionné par une amende allant jusqu'à 35 euros, c'est vraiment dérisoire, donc je pense pas. Ok, parce que tu vois, jusqu'à c'est souvent une exagération. Ma vitesse doit être adaptée selon la limitation de vitesse, la présence éventuelle d'autres usagers, les conditions météo, la présence éventuelle d'un radar. Ok, c'est les trois premières. Merci à vous.
Lorsque je circule avec les feux de brouillard arrière, les usagers qui me suivent risquent de moins bien percevoir les feux stop de voiture. Oui, j'irai peuvent être éblouis. Risquent de moins bien vous percevoir les feux stop de ma voiture. Ah, c'est lorsque je freine, d'accord. Ouf. Bonne question. Je dirais que non. Ils peuvent être éblouis, par contre, oui. Ah oui, oui. Ok, les feux arrière de brouillard sont des feux rouges très puissants, qui permettent d'être vus au plus loin lorsqu'il y a des brouillards ou mais circuler avec les feux arrière de comporte des inconvénients majeurs. Ils sont gênants, voire éblouissants pour un usager qui me suit. Ils peuvent se confondre avec les feux de stop qui ont la même puissance, avec le risque que l'usager qui me suit réagisse plus tard lors d'un freinage. Ok. Pour croiser ces piétons, je chevauche la ligne continue, oui. Je mets le clignotant, comme on l'a vu que la voiture d'avant utilise son clignotant, on vérifie bien, mais... Ah non, bah, j'ai rêvé. En vrai, on ne veut pas vraiment tourner, hein. Mais ce serait quand même l'indiquer à l'autre. Je dirais que non. Et si oui, il n'est pas certain que ces piétons se rangent sur l'accotement, et on peut les comprendre. Cependant, pour les croiser, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité suffisant, moins 1,50 m. Pourquoi cette marge? Pour laisser cette distance, je devrais donc franchir la ligne continue. C'est bien sûr préférable que de passer trop près d'eux. Pour prévenir de mon écart, j'allume le clignotant gauche immédiatement afin que le conducteur qui me suit ne soit pas surpris. En effet, mon véhicule lui masque peut-être ses piétons. Ok, bah je lui indique. Oh là là. Il est possible de placer un bébé à l'avant de la voiture, dos à la route. L'objectif est alors qu'il soit plus confortablement installé, qu'il soit mieux protégé en cas d'accident. Oh, je me fais prank. Un enfant placé à l'avant ne sera pas plus confortable ni mieux protégé en cas d'accident. Au contraire. Cependant, le placer à l'avant peut être utile afin de le distraire et de le rassurer, ce qui peut rendre le trajet plus calme dans certains cas. Mais attention, placé ainsi, il est aussi une source de distraction pour le conducteur. Je suis à la vitesse maximale autorisée, le mieux à faire est de ralentir, d'emprunter la voie de gauche. Bah là, je circule à la vitesse maximale autorisée. Ah oui, mais pourquoi j'irai sur la voie de gauche? En droite, sur la voie d'accélération va désormais à la même vitesse que moi. Si elle sortait maintenant, l'intervalle de sécurité entre 2 secondes serait pas acceptable. Alors que faire? Accélérer serait mettre en difficulté ce conducteur qui essaie de s'insérer. Ok, je suis déporté dans la voie de gauche, personne n'est sur le point de me dépasser, c'est donc possible, mais après je circule à la vitesse maximale autorisée, je ne pourrais donc pas dépasser cette voiture. Ok, et c'est le mieux en fait, c'est ça le piège. Les choses à faire en présence d'un blessé sont: voilà là. Non, on veut pas lui faire peur, hein. Donner à boire, pas forcément. Le couvrir, le rassurer. Merci à toi. On est trop fort. L'élimination de 0,8 g d'alcool par litre de sang peut prendre jusqu'à 2 heures. 8 heures, oui. C'est 0,10 g par heure. 23, oh là là là. Bon, entre 23 et 39, il y a une sacrée marge. Bon, on a appris encore pas mal de choses. C'est très bien. Parfait, on continue sur cette voie. On continue, on apprend pas mal de choses. On apprend toujours là sur... on retient bien. En fait, le plus important, quoi qu'il arrive, c'est de retenir ses erreurs. On les retient bien. C'est parfait. On vient de faire un test à 39, c'est juste incroyable.
va être battre un gros record. Du coup, on est très content. On continue d'apprendre. Ces résultats-là, on s'en fout. Le plus important, c'est d'apprendre quoi qu'il arrive, et on sait qu'on apprend. Du coup, on se retrouve pour une prochaine session, sûrement demain. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ciao, ciao.